Chers téléspectateurs, comme on l'a mentionné au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de l'importance des médias et comment les médias peuvent refléter l'image correcte d'un pays, l'image correcte d'une situation à travers le temps, comment cette force qui est une force douce peut jouer un rôle important dans le développement et sur le niveau politique et économie également. Afin de mieux parler de ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Ali Al-Qadi, qui est ancien ministre conseiller chargé de l'information. Et si on cite M. Ali Al-Qadi, il faut citer qu'il était directeur du bureau de presse et de l'information à l'ambassade d'Égypte. Par exemple, à Genève, entre 1997 et 1998, parmi d'autres postes qui peuvent vraiment lui donner toute l'expérience pour nous parler de ce sujet aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à notre programme. Bonjour, merci. Je remercie le Nile TV de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole sous un soleil radieux. Nous avons un soleil radieux après avoir eu quelques jours de pluie, mais tout s'arrange en Égypte. Monsieur Ali Al-Qadi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Vous avez eu une carrière bien chargée, une grande expérience, très enrichissante. Vous avez publié des livres et nous allons essayer d'explorer votre monde très brièvement durant ces quelques minutes. À commencer tout d'abord par le rôle des médias. Vous avez aborder les médias à partir de plusieurs perspectives. La presse écrite en tant que conseiller dans les ambassades, dans les bureaux d'ambassades à l'étranger, en tant que journaliste. Donc, les médias, c'est un outil qui est une arme à deux revers. C'est très important, mais en même temps, c'est très dangereux. Comment voyez-vous cette arme ? C'est une arme, comme vous l'avez bien dit, c'est une arme dangereuse, il faut savoir l'utiliser. C'est une arme qui existe dans tous les pays du monde. C'est une arme qui est d'autant plus dangereuse lorsqu'elle est financée par une ou deux ou trois ou quatre puissances. Elle peut faire mal, elle peut détruire, elle peut ébranler des États, elle peut ébranler des régimes. Et malheureusement, je vois que certains États comme Qatar par exemple, comme Istanbul, comme la Turquie, essayent malgré tout, avec leurs médias, à travers les médias sociaux, à travers leurs chaînes de télévision, etc., de détruire la renaissance de l'Égypte. Nous sommes occupés à renaître, tel que le phénix renaît de ses cendres. Mais ça, il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut avoir la patience d'attendre. Parce que la Renaissance se passe. La Renaissance, après la Révolution française, a mis 10 ans. 10 ans, bon, alors, les temps changent, le mouvement du temps va de plus en plus vite, nous n'allons pas attendre 10 ans, mais nous sommes en pleine Renaissance. Il n'y a qu'à regarder les grands projets, le dédoublement du canal de Suez, le 1,5 million de fêtes-dents, les 15 nouvelles villes qui poussent comme des champignons, les routes, l'infrastructure, les tunnels, la santé, l'éducation, tout ça c'est une renaissance. Oui, mais attendons un petit peu et donnons à ce peuple courageux qui est guidé par un homme fort. L'Égypte doit toujours être guidée par un homme fort. Je n'ai jamais cru que les leaders devaient être, comment dirais-je, nous avons l'homme que nous avons choisi. Voilà. Et il guide cette renaissance dont je suis fier en tant qu'Égyptien, ayant vécu de très longues années à l'étranger. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, certains sont occupés à saper et à miner la confiance qui existe et à lancer des rumeurs. Et les rumeurs peuvent faire mal aussi. Les rumeurs peuvent faire très mal. Et le doute, surtout, le doute. Tout le monde doute. Tout le monde doute. Le doute vient de l'étranger. Le doute ne vient pas de chez nous. C'est ce que j'avais à dire. Naturellement, les oiseaux de malheur se sont envolés vers Qatar, se sont envolés vers Istanbul. Les oiseaux de malheur, ensuite il y a des têtes de veau qui ont pris le chemin de la France
Enfin, je dis tête de veau parce que c'est une spécialité française. C'est une spécialité culinaire française, ce n'est pas une insulte. Et qui se sont envolés aussi également vers Londres. Et de ce mélange hostile à l'Égypte, c'est un mélange que je ne comprends pas, vraiment, Oui, et alors, qui me fait mal. Oui, alors Monsieur Ali Odi, vous avez parlé de l'importance des médias, mais également avoir un discours correct et équilibré afin de répondre à ces mensonges, à ces rumeurs, c'est vraiment la seule voie afin de bien répondre. Par exemple, il y a quelques mois, on a vu l'impact d'un film qui a été produit, le film qui porte le nom de Mamar ou Le Passage. Il a eu un impact énorme, positif sur la population égyptienne, surtout la nouvelle génération qui n'a pas vécu la guerre d'usure, la guerre de 6 octobre, mais à travers ce film, cette génération a pu connaître la réalité. Alors comment peut-on avoir un discours pareil, des productions pareilles, comme des moyens de répondre à ces mensonges, mais sans avoir vraiment à parler d'un discours qui n'est pas compris à l'étranger. Vous avez l'expérience de nous parler de ça. Voilà, c'est ça. Avant de parler du film Mamar, le passage de Guédi et Mitla, j'avais proposé il y a de très nombreuses années de reconstituer un film sur la guerre d'octobre. Sur la guerre d'octobre qui était notre fierté jusqu'à maintenant. Nous sommes toujours nous vivons les derniers jours du mois d'octobre. Oui. Et malheureusement, mes efforts ont échoué. Je me suis adressé à de hautes autorités compétentes ici en Égypte pour reconstituer un film sur... On avait de ce temps-là toujours du matériel soviétique, on avait des chars, on avait des MiG-21, etc. Tout ce matériel-là n'existe plus. Et nous avons perdu l'occasion, justement, de monter une super production comme The Longest Day, le jour le plus long, que je ne sais pas si vous avez vu ou pas, vous êtes jeune. Omar al-Mukhtar, par exemple, bien sûr. le film Al-Risala. Je voulais faire une super production. Et j'ai même proposé un scénario. Et malheureusement, ce projet-là n'a jamais vu le jour. Par contre, j'ai projeté à l'Institut du monde arabe, en 2003, je crois, le film avec Ahmed Zaki, Mona Zaki, il y avait mon ami Youssef Rzala, que Dieu ait son âme, Youssef Sherif Rzala aussi également était là, et tout Paris était là, Boutros Ghali était là, tout Paris, le maire de Paris était là, des anciens ministres français étaient là, Chevènement était là, le ministre de l'Intérieur, etc. La salle était remplie, la salle était comble. La salle était comble. J'étais tellement fier de montrer le courage de mon pays et en même temps, je voulais aussi, donc, c'est-à-dire vendre un nouveau produit pour l'époque, c'était la paix. Je voulais vendre la paix. Je voulais vendre la paix aux Français et leur montrer que nous étions un peuple qui aime la paix, qui a fait la guerre pour avoir la paix, justement, et récupérer les territoires qui ont été spoliés. Bon, alors, le Mamar est un beau film de guerre, naturellement. Naturellement, mais il faut répéter ce film-là. Un seul film en combien d'années maintenant? En 15 ans, ce n'est pas suffisant. Naturellement, notre jeunesse, j'ai des appels à lancer à notre jeunesse qui est impatiente. La jeunesse qui est impatiente et qui pense qu'à passer le bord de la Méditerranée et à trouver un boulot médiocre dans les pays européens. N'est-ce pas? Je veux leur demander simplement de tenir comme nous avons tenu. Parce que nous pouvions, nous, de notre temps, quitter l'Égypte aussi. Mais nous ne l'avons pas fait, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus. Et les enfants, la jeunesse, nous sommes un pays jeune. Il y a 70% ou 60% de jeunes dans notre pays. Je dis 70 parce que c'est belge. Enfin, Belge, oui. Oui.
70 maintenant, hein? Oui. Ok. Monsieur Ali El-Hadi, on va poursuivre cette discussion très intéressante. Nous avons juste une pause et nous allons Oui, revenir. oui, certainement. Dans quelques secondes, nous allons continuer notre entretien avec Monsieur Ali El-Hadi, ministre conseiller d'éducation, d'information, pardon. À tout de suite. Nous reprenons notre entretien avec notre invité, Monsieur Ali El-Qadi, conseiller d'information dans différentes ambassades, journaliste et vraiment une personne qui a eu une longue trajectoire dans le domaine du journalisme et de la presse et aussi écrivain. Et tout de suite, Monsieur Ali El-Qadi, nous allons aborder vos livres. En quoi consistent vos écrits? Voilà, donc je me suis trouvé désœuvré à partir de 2003. Halima El Saïd, Allah yarhamou, m'a demandé qu'est-ce que vous allez faire, monsieur El Qadi, après votre départ à la retraite, et j'ai tout simplement répondu, je vais planter des tomates dans mon jardin. Bon, j'ai essayé vraiment de planter des tomates, mais les tomates n'ont pas poussé, enfin je ne sais pas. Bien que nous sommes tous d'origine paysanne, il me semble, enfin tous les Égyptiens ont des origines paysannes. Et j'aime écrire. J'aime écrire parce que j'ai une imagination féconde, assez féconde. Alors j'écris sur quoi? Sur quelque chose que j'aime, c'est-à-dire mon pays, l'Égypte. Tous ces livres, il y en a 6, respire l'Égypte. Respire l'Égypte profonde. Et c'est une nouvelle voie, ou bien c'est une voie, pour renforcer notre force douce qui avait fait des merveilles il y a une cinquantaine d'années. L'Égypte était partout dans les pays arabes. L'Égypte était partout. Et alors, j'ai pensé à écrire d'Égypte et me vider de l'intérieur. Le style est un style très simple, n'est-ce pas? Un style très simple. Mon dernier livre, par exemple, Les Enfants de la Lune, c'est un livre qui m'est venu après maintes réflexions. Je n'ai jamais lu un livre dont le personnage principal était de confession copte. Alors je me dis, mais enfin pourquoi? J'ai pris Google, j'ai cherché, même Naguib Mahfouz, etc., avec tout le respect que je lui dois et que nous lui devons tous, le prix Nobel. Mais alors j'ai décidé de me racheter. Et j'ai une dette en fait envers les Coptes. Je n'ai rien écrit sur les Coptes, n'est-ce pas? Alors que Coptes et musulmans, il n'y a pas de différence pour moi. Alors là, il faut dire que nous sommes tous Coptes. On parle là d'orthodoxes égyptiens, n'est-ce pas? Oui, puisque Coptes, nous sommes tous Copte, égyptiens Coptes. Oui, mais avant le mot Copte, il y avait encore un autre nom, mais seulement, enfin, je ne l'ai plus en tête. Alors, c'était pour dire que tout simplement, les deux confessions ont tellement coexisté pendant des milliers d'années qu'elles ont fini par se ressembler. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes à l'origine tous Coptes. Oui. Parce qu'on ne peut pas sentir la différence Voilà, entre c'est ça, vous avez raison. les éléments de notre société. Voilà. Alors, quelles sont les idées que vous avez reflétées à travers ce livre afin de parler de cette unité, justement? C'est simplement une famille, c'est un marchand de tissus qui est à Oukalat el-Balah. Et il a hérité donc un commerce de tissus donc, de son père. Mais le principal, c'est que le personnage propre, voilà, Oui. il fallait, ça c'est le génie du livre, n'est-ce pas? À part ça, c'est un livre commun, c'est-à-dire comment une famille copte a traversé les deux révolutions. Donc c'est un film, donc c'est un livre d'époque, c'est un livre d'aujourd'hui. Celui qui, je parle du triangle de Maspero, la famille a été déplacée, déportée dans de nouvelles habitations. Naturellement, il y a de tout là-bas, il y a du macadam à terre, et il y a des écoles, il y a tout. Donc, enfin, tout est parfait, mais ils sont loin, donc ils sont trop loin. Et alors, à travers le trajet de leur habitation jusqu'au Oukalat el-Balah, qui n'est pas loin d'ici, je décris le Caire, je décris d'une façon minutieuse, tel un horloger qui
qui monte une montre, tel un horloger suisse. J'ai un autre livre qui sent l'Égypte, c'est La ruelle sans nom. Je décris ce que j'aime, j'ai décrit le vieux Caire, je décris Khan el-Khalili, je décris El-Sakakini, je décris le Khayamiyya, mais tout est décrit vraiment d'une manière, enfin c'est comme une peinture, parce que le personnage principal est un peintre. Alors, voilà, donc je trouve que, alors ça c'est plutôt mythique, le livre Le Muguet des Sables. D'abord, il n'y a pas de muguet dans le sable, n'est-ce pas? Donc on se pose déjà une question. Oui. Le muguet ne pousse pas dans le sable, alors comment le muguet des sables? Alors ici, il y a de la mythologie, il y a une étude des habitudes et des coutumes des Nubiens qu'il ne faut pas oublier, qui font partie intégrante de la société égyptienne et qui considèrent que l'Égypte commence chez eux et non pas à Alexandrie ou bien à Port Saïd, ou bien à Rosette ou bien à Damiette. Mais le Nil commence chez eux, l'Égypte commence chez eux. Ils ont peut-être raison puisque le Nil coule du sud vers le nord, donc il passe d'abord par chez eux. Bref, ce sont des gens qui adorent l'Égypte. Il y a 3 ou 4 tribus qui s'étendent jusqu'aux montagnes d'Éthiopie. Alors, mais les Nubiens égyptiens, il y a eu des dynasties nubiennes, nous le savons tous, naturellement. C'était pour aussi jeter un coup d'œil sur le sud de l'Égypte. Donc tous mes livres reflètent l'Égypte et sentent l'Égypte profonde. Oui. Voilà, donc c'est une part de moi. Vous écrivez en arabe? Non, j'écris en français, naturellement. C'est-à-dire ces livres, ce sont les originaux. Vous écrivez en français, mais pas... Ah oui, c'est pas en arabe et traduit. Non, je ne traduis pas mes livres comme certains le font, non. Mes livres sont en français. Monsieur, il y a un point que j'aimerais évoquer avec vous. Oui. Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence où on parlait des médias à l'avenir et on disait qui est le journaliste. Attention, parce qu'il y a un autre journaliste qui est l'individu, grâce aux caméras des portables et tous les appareils qui sont à portée de main. Et parfois, ils sont beaucoup plus rapides que les professionnels car ils sont sur le champ. Et ils rapportent la nouvelle à leur façon. C'est ça. Alors, est-ce une relation de complémentarité entre les individus et les professionnels ou est-ce une relation de rivalité? Il faut les limiter parce que ceci donne lieu à des rumeurs ou des informations falsifiées. Comment vérifier ces informations? Alors, et ceci pèse aussi sur les professionnels qui ont des angles de projection, de diffusion et de publication. Et il y a 2 médias parallèles. Vous, à l'heure actuelle, comment voyez-vous ces médias parallèles? Ces médias parallèles, enfin, c'est un passe-temps. Ouais, il y a des gens qui passent 12 heures de temps devant leur Facebook. Ils répondent à des insultes par des autres insultes, etc. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Les rumeurs sont extrêmement dangereuses. Quelqu'un m'a envoyé la photo de Mohamed Ali sur mon smartphone. Je regarde Mohamed Ali, bon, qui est ce Mohamed Ali là? Alors je lui réponds, c'est Mohamed Ali Clay, parce que je ne connais pas de Mohamed Ali. D'informations, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un sur un site, par exemple, d'accident, et il peut avoir n'importe quel angle, il peut diffuser n'importe quelle information qui n'est pas correcte. Vous êtes avec ou contre? Non, je suis contre, naturellement. Comment voyez-vous la relation? Est-ce une relation de complémentarité? On doit profiter de ces journalistes amateurs et de ces médias, ces sites. Oui, enfin pour de petits incidents peut-être. Oui, enfin pour de petits incidents, mais pour pomper du poison dans nos veines, comme je viens de le dire, de m'envoyer quelqu'un que je ne connais pas, un inconnu, n'importe quoi, qui dit des bêtises et des monstruosités. Oui, il y aura des inconnus, mais je veux dire, à votre avis, est-ce qu'à l'avenir, la presse écrite aura quand même sa place? Parce que les gens s'orientent à l'heure actuelle à lire sur Internet. Oui, est-ce que les gens vont continuer à lire? Ça, c'est une question. À lire les journaux, surtout. À lire, oui, tout simplement. Ça, c'est plus facile. On peut l'arrêter. Ça, c'est plus facile. En France, par exemple, de mon temps, et maintenant c'est encore pire, les journaux vacillaient, manque d'argent. Il y avait des journaux qui fermaient, etc., avec l'Internet, avec les smartphones, avec tous ces trucs-là.
Et il y avait des journaux qui étaient rachetés par Qatar, justement. Le fameux Qatar qui nous poursuit partout, alors que ce n'est qu'une famille, ce n'est même pas un État. Une famille. Alors, vous avez parfaitement raison. Les gens optent pour la facilité. Pour la facilité, par exemple, avec mon smartphone, je peux voir ce qui se passe. Donc les journaux conventionnels vont fermer à l'avenir? Non, ils ne vont pas fermer naturellement, parce que si les journaux, je ne crois pas, mais ils ont perdu de leur impact. Oui. Ils ont perdu de leur impact. Et puis, il serait intéressant de voir la tranche d'âge. Les personnes âgées continuent à lire l'Aram, l'Akhbar, le Gomorreh, etc. Et ça, il me semble. Les jeunes sont plutôt attirés parce qu'il y a autre chose aussi. Il y a des jeux, il y a des YouTube, il y a des etc. Donc, c'est un espion que vous faites entrer dans votre maison. Et il y a des divorces aussi à cause de ça. Voilà. Alors, méfiez-vous de cette nouvelle technologie à consommer avec modération. avec beaucoup de modération. C'est ça. Et je crois que c'est un conseil vraiment qu'il faut prendre sérieusement. Sinon, je crois qu'on est arrivé au terme de notre édition pour aujourd'hui. C'est dommage. On tient à vous remercier, M. Ali El C'est moi qui vous remercie. Vous êtes Merci. ancien ministre conseiller chargé de l'information auprès des ambassades égyptiennes à l'étranger. Parmi d'autres, vous êtes écrivain, journaliste. On vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur Ali El Khadi, nous vous remercions pour votre temps et pour les informations que vous avez partagées avec nous. Eh bien voilà. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette édition quotidienne de Bonjour l'Égypte. Demain, une autre équipe vous accompagnera. Très bonne journée à tous et à la prochaine.